Et Isabelle, qui a eu un bébé pendant le COVID, elle a eu son Juste bébé, avant, ouais. ouais, elle a eu son bébé en décembre. Donc, finalement, le COVID l'a aidé de passer beaucoup plus de temps avec son bébé, malgré qu'elle était contente de sortir de confinement aussi. Alors, quelle est cette complicité entre vous deux? Parce que, Alors, et tu le connaissais avant, comment un notaire prend un challenge de rentrer dans la société PropTech? Donc, comment un directeur financier prend le même channel? C'est le goût du risque. C'est le goût du risque. À un moment donné, il y a un goût, il y a une idée d'abord qui nous convainc, il y a la conviction qu'il y a vraiment une disruption à amener sur ce marché. Et c'est le goût du risque ensuite, parce qu'on a envie de montrer ce qu'on sait faire et puis d'aller jusqu'au bout de notre idée. Et notre idée, elle n'est pas encore aboutie puisque chaque jour, il y a des idées nouvelles qui viennent. Donc, c'est l'idée entraînant l'idée et le besoin entraînant encore plus de besoins. Donc, extrêmement complice. Voilà, aujourd'hui, on peut finir la phrase de l'une de l'autre. On bataille sur parfois des visions différentes de la plateforme et c'est extrêmement encourageant puisque c'est le challenge qui nous fait avancer et c'est la vision différente qui nous fait avancer. Et en même temps, on a une vision commune, stratégique commune de l'avancement de Maïri. Après, pour revenir sur le point du bébé, juste avant le covid, ce que moi j'ai noté dans cette séparation, mère-enfant, qu'on doit vivre à un moment donné quand on reprend le travail, je crois que le télétravail à ce moment-là est une vraie bonne chose. C'est-à-dire que si on a, un mode de garde, une place en crèche et cetera, pouvoir faire du télétravail sur la fin de son congé maternité, ça amène vraiment un confort et je trouve que c'est une solution qui pourrait se développer, qui a été hyper intéressante puisqu'il n'y a pas cette coupure, cette déchirure nette avec, le monde du travail et le monde familial et que, voilà, poursuivre en télétravail son congé maternité, je pense que ça peut être une très bonne chose. oui, moi, j'ai eu la chance avec ma fille, avec ma fille que j'ai eue à 40 ans, que c'était mon troisième enfant, et le banque, vive les banques, donnait 8 mois de congé de maternité. Donc, je venais de vendre le Forum des Halles le 28 décembre et ma fille est née le 5 janvier. Donc, c'était vraiment la fin, la fin. C'est important. Et, et donc, on a plein de questions pour toi, mais moi, je vais continuer avec mes questions à moi D'accord. parce que aujourd'hui, tu as la statistique pour le PropTech parce que ta société est purement PropTech. Tu étais visionnaire, vous quatre, cette parité qui te tient à cœur. Pourquoi cette parité te tenait à cœur? Heu Elle s'est fait naturellement, mais effectivement, on continue à la poursuivre dans nos recrutements, parce que je pense que c'est une des façons d'avancer, c'est de pas être, complètement, genré d'un côté ou de l'autre et que chacun, que ce soit homme ou femme, amène de la compétence, mais, une compétence identique, mais une façon d'arriver aux résultats différentes. On va avoir des hommes qui sont plus fonceurs, des femmes qui sont plus analytiques et finalement le mix des 2 est ce qui correspond le mieux à une entreprise. Donc ça reste, c'est assez empirique en fait, ça marche très bien. Ça marche très bien, mais surtout que tu as prouvé, parce qu'on dit que les sociétés qui ont la parité, et on dit aussi que les sociétés qui sont dirigées, donc tu vas nous expliquer comment toi, tu as tiré le gros lot de CEO, parce que je sais qu'Isabelle est COO, et puis tu as les deux hommes qui sont peut-être, on peut dire, plus techniques. Mais comment, donc cette parité a prouvé qu'il y a 40% de plus de productivité. Donc tu disais que cette année, tu as réussi de 30% grâce au COVID, parce que Alors j'aime pas ce grâce, mais, en fait, grâce les à gens, cause, je sais pas comment. j'ai interrogé beaucoup de gens autour et ils ont dit, heureusement, il avait Maïri. Donc, ils avaient adoré le système. J'ai eu plusieurs femmes, elles devaient venir, mais elle est pas venue, une de nos membres, qui adorait, tout le monde adore le UT. Donc, tu parlais justement de cette société. Est-ce que tu étais frustrée en tant que directrice financière? Est-ce que ça trottait dans ta tête pendant des années? Alors ça a trotté dans ma tête pendant 2 ans, mais pas de frustration, les expériences, j'ai vraiment adoré toutes mes expériences professionnelles. Alors c'est
voilà, c'est comme ça. J'ai eu cette chance-là. Même dans des moments où ça a été très dur, parfois chez UBS, où on était sur des migrations informatiques, donc ça anticipait déjà ce que je fais aujourd'hui, mais sur des migrations informatiques sur lesquelles j'avais la responsabilité pour le département finance, donc à travailler tous les week-ends pour que les migrations se passent bien, etc. Mais j'ai aimé et j'ai été enrichie par chacune de ces expériences. Donc il n'y a euh, pas de problème en tout cas de ce côté-là. Après, est-ce que la parité amène de la productivité en plus? Je ne saurais pas le mesurer. Je saurais juste dire ça fonctionne et ça fonctionne bien parce que c'est des visions et des façons de faire qui sont différentes. Et c'est Et la le différence. droit aussi, je pense, à part que tu parles extrêmement vite, donc je ne sais pas si Isabelle, en tant que notaire, parle moins vite. Mais pour revenir, donc il y a 7% de femmes PDG. Alors moi, je voulais poser la question, est-ce que tu l'as en tête? C'est parce qu'aujourd'hui, on vit un monde où il y a 90% de hommes PDG. Alors si on renversait le rôle, tu penseras quoi? Toi qui observes justement avec ton association. Et il y avait beaucoup de personnes qui demandaient comment ils peuvent rejoindre ton association d'ailleurs. Alors, sur l'association, n'hésitez pas soit à me contacter en direct, soit à contacter mes chers collègues qui ont monté cette association. Je remettrai les noms après. Et on a effectivement aussi un LinkedIn de 17% sur lequel vous pouvez nous contacter sans problème. Mais je redonnerai les coordonnées de tout le monde à la fin. On pourra les envoyer. J'imagine pas un monde avec 90% de femmes CEO. Le 7%, c'est effectivement dans l'immobilier, mais même au-delà de l'immobilier, aujourd'hui, il n'y a aucune femme dirigeante d'une entreprise du CAC 40 et dans le SBF 120, je pense qu'il n'y en a pas, voilà, il y en a pas 10%. Donc, c'est pas qu'une histoire d'immobilier, c'est vraiment une histoire plus globale. Renverser la tendance, non. Amener un équilibre, oui. Tout est une question en fait d'équilibre dans la vie. Donc, amener un équilibre entre les hommes et les femmes. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi on n'y arrive pas. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par des quotas? Alors, on peut débattre des quotas de conseil d'administration, etc. Mais finalement, on se rend compte qu'il faut passer par là. Est-ce que c'est de la faute des hommes, d'un environnement historiquement peut-être patriarcal et misogyne? Est-ce que c'est de la faute des femmes où elles se disent je ne veux pas y aller, j'ai peur d'y aller, je me mets des barrières qui n'existent pas? La réponse est certainement multiple et une des réponses, c'est le réseau. Les femmes, sur leur temps libre, etc., vont plutôt être sur leur famille ou avec leurs amis. Elles ne vont pas, sur leur temps libre, réseauter et être dans ces clubs où se prennent les décisions. Et en fait, on manque de ça. Et une des réponses, je pense, c'est ce fameux réseautage et ce fameux activité extra-professionnelle qu'on peut faire ensemble et sur lequel des décisions se prennent. Bonne réponse, hein? Bonne réponse, merci. Parce que c'est compliqué et c'est difficile. Et moi, j'étais très attristée. Et d'ailleurs, Mathias était génial parce que il y a Sophie Rousseau qui vient de le rejoindre et Sophie va partir en province et lui, il avait dit, il n'y a aucun problème. Il a vraiment passé le stade de digital. C'est un promoteur qui a eu, le premier promoteur en Europe qui a eu le label de B Corp. Et il y a cette notion de mobilité qui est très importante, comme on disait tout à l'heure. Donc, cette notion d'équilibre à beaucoup de choses. Et quand j'ai écrit le livre de Audacieuse, je me suis dit, toutes ces femmes n'avaient pas le plafond de verre, et notamment moi. Et finalement, après avoir réfléchi plus lentement, forcément d'être dans un monde bancaire, on a un plafond de verre. On est arrêté tout le temps sans le savoir. Moi, je dis souvent, comme ma mère a éduqué ses 4 filles, elle nous avait décodé, elle nous avait éduqué qu'on était à l'aise avec des hommes et donc on n'avait pas cette plateforme de verre, mais il y a beaucoup de plateformes qui s'arrêtent. Et vis-à-vis de COVID aujourd'hui, on a Christine Lagarde au Women's Forum qui avait dit que la femme a reculé 10 ans en arrière. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer The Business Masterclass parce qu'il est vital et très important que des femmes deviennent solidaires et on ne peut pas reculer 10 ans en arrière. Le système économique a besoin de les femmes et même si on a nos plafonds de verre, il faut qu'on avance. Et effectivement, comme tu le dis, ce qui était très intéressant
j'avais regardé le Fortune 500 et le Fortune 500, le meilleur endroit pour travailler dans le monde, c'était des sociétés dirigées par des femmes. Et j'étais un peu interpellée parce que c'était des crèches, hein, mais bon, il y avait 90% de femmes dans cette société, donc comme tu le dis, pas un équilibre. Et avec Christina Lugui qui avait sorti son livre justement sur l'année zéro, elle avait annoncé l'année dernière qu'on essaie d'équilibrer ce monde parce que c'est très important. Et pour revenir à ces questions, comment, parce que c'est une question d'immobilier responsable malgré tout, et l'économie circulaire et zéro carbone dans la construction de demain. Donc, quelles sont tes pensées, même si ta plateforme Asset Management, c'est la construction de demain, parce que j'imagine que tu commences à rentrer de produits qui sont en promotion. Donc, okay. Alors, nous, c'est vrai qu'on ne va pas traiter cette notion environnement, on va traiter vraiment la data pour l'amener au bon utilisateur. Donc, on n'est pas sur ces notions-là. En revanche, c'est quelque chose qu'on suit de très près. On suit des initiatives comme Booster du réemploi, toutes ces initiatives voilà, qui prennent de très grandes ampleurs, sur lesquelles les grands groupes ont participé. Et moi, je trouve que c'est formidable sur la réutilisation dans les bâtiments. On a dans l'immobilier la particularité d'une industrie où le bâtiment, le bâtiment, on ne change pas du jour au lendemain. On n'est pas sur on n'est pas sur des cycles très courts. On est sur des cycles très longs. Donc, il y a vraiment cette notion de vieillissement du parc et d'investissement pour le réhabiliter, et le réhabiliter avec des normes environnementales qui sont fortes. Et derrière, il y a la problématique de l'accès au logement. Donc, est-ce que ces investissements répondent à des besoins du primo-accédant? Donc, est-ce que le primo-accédant va regarder le prix du logement ou va regarder les normes environnementales du logement? Donc, il y a ce débat entre l'argent et l'environnement, mais de toute façon, c'est des notions qu'il faut encourager et on n'a pas le choix, c'est le futur. Moi, je vois des entreprises comme Adidas. Donc, voilà, moi, mes trois ados aujourd'hui veulent acheter des baskets d'Adidas 100% recyclées. Elles sont au même prix que les autres. Donc, et ce n'est pas forcément un effet de mode, c'est parce que c'est du plastique recyclé. Donc, c'est déjà entré dans la notion des jeunes qu'on peut réutiliser le plastique recyclé. J'ai des enfants qui veulent aller dans les friperies pour réutiliser les vêtements. Donc, il y a complètement cette notion maintenant environnementale qui est intégrée chez nos jeunes. Ma question, c'est est-ce qu'elle est intégrée aussi dans le logement? Est-ce que dans les bureaux qui vont occuper ces jeunes, dans les logements qu'ils vont occuper, est-ce qu'ils vont regarder le prix ou est-ce qu'ils vont regarder, comme pour leurs baskets qui valent le même prix que les autres baskets, tout le recyclage qui a été utilisé et toute l'empreinte environnementale? Oui. Alors, j'ai une femme, Julie Dehaulum, qui j'aurais dû te demander avant. Elle voulait, c'est ce que je disais, comme tu étais championne de pitch, elle voulait que tu fasses un pitch et des avantages, sur pitch sur Myri et les avantages de fonctionnalité. On passe de coca-là, mais malgré tout, mon fils Orion qui est dans le backup, il dit, maman, les questions, plein de questions des gens là. Tu as eu un score assez remarquable. Tu as eu plein de gens qui sont venus te regarder. C'est notre Thomas. Elle a ça. Hein? Alors, le pitch, il est assez rapide et comme tu as vu que je parle vite, c'est assez facile. C'est une plateforme. Là. Tu peux chronométrer. Donc, c'est une plateforme collaborative qui vient collecter l'ensemble de la donnée financière et juridique d'un actif immobilier. On va se brancher ou faire de la saisie, peu importe. On a plein de méthodes de collecte de données. Et cette donnée va être la même utilisée par un asset manager, un fund manager, un trésorier, un financier, un avocat, peu importe. Tous utilisent la même donnée. Elle est fiabilisée parce qu'on a des workflows et des réconciliations. Et cette donnée va permettre derrière d'effectuer des business plans, d'effectuer des scénarios et d'avoir une data room ready to sell. Donc, on a une plateforme unique sur laquelle viennent collaborer tout un tas d'acteurs, mettre de la donnée ou en récupérer avec des droits différenciés. Évidemment, un expert comptable ne va pas avoir les mêmes droits qu'un broker, qui ne va pas avoir les mêmes droits qu'un évaluateur, mais tout le monde aura des accès sur ce qui les intéresse et sur une donnée qui est unique. Derrière cette donnée, on va lui mettre des algorithmes, on va lui mettre du calcul et on va pouvoir avoir des données instantanées, des KPIs instantanés sur l'ensemble des actifs et scénariser les actifs pour prendre les décisions. Donc, le mojo, c'est avoir la bonne donnée en temps réel pour prendre les bonnes décisions sur l'actif.
Ça va le pitch? J'ai tenu le temps? Super, je crois que tu as fait 2 minutes par contre. C'était un petit peu plus long que j'aurais pu imaginer, mais il avait Claire Morel qui avait dit cette solution n'existait pas aux États-Unis et quand vous l'avez créée, et quels sont aujourd'hui vos principaux concurrents et quelles sont les différences, et merci d'avance, Claire. Très bien. Cette donnée, cette plateforme collaborative qui vient vérifier la qualité de la donnée et qui permet ensuite de l'utiliser, on n'a pas vraiment de concurrents. On a de la concurrence sur des verticales. Aux États-Unis, il y avait déjà du collaboratif entre un broker et un asset manager, mais pas dans sa globalité, en rajoutant les avocats, en rajoutant les notaires, en rajoutant les experts comptables, etc. Donc, une solution aussi globale, aujourd'hui, elle n'a pas de concurrence, en France. En revanche, sur des verticales avec des outils de business plan, on va avoir de la concurrence avec les outils qui existent sur le marché. Sur la partie data room, pareil, on va avoir de la concurrence. Sur la partie CRM, puisqu'on a un CRM d'intégrer pour suivre les visites des actifs, on va avoir de la concurrence. Donc, sur certaines verticales, mais en globalité, pour avoir cette plateforme vraiment complète, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Dans le monde, yay! C'est aussi pour ça que est-ce que tu te levais un matin en disant il faut que je fasse ça, ou vous quatre, c'était l'idée de qui? C'était effectivement mon idée, puisqu'elle a mûri pendant 2 ans quand j'étais chez Beacon. Donc pendant 2 ans, j'ai mûri mon idée, travaillé sur des fichiers, réfléchi à comment on pouvait faire. Et aujourd'hui, effectivement, la seule dans le monde, j'ai pas étudié toutes les solutions, mais il y a des acteurs américains qui sont en train de regarder ce qu'on fait et des acteurs européens, et on a clairement sur les années à venir une visée internationale. Parce que le président de Beacon, j'étais très touchée, donc je ne sais pas, parce que il m'avait dit, Yannichka, ce que tu es en train de faire, c'est extrêmement important. Donc, le groupe Beacon était très concerné sur ça. Est-ce qu'ils sont partenaires avec toi sur le Mairi? Non, ils ne sont pas partenaires avec moi sur Mairi. Mais en revanche, voilà, je leur ai montré plusieurs fois ce qu'on faisait. Et le jour où on aura mis un pied outre-Atlantique, c'est les premiers qu'on va voir. D'accord, super.